L'univers est rempli d'objets étranges et les astronomes sont loin d'avoir tout découvert. Lorsque tu regardes les étoiles depuis la Terre, tu es loin de te douter de la diversité d'étoiles qui existent au-delà de notre planète et de notre galaxie. Et surtout, tu es loin d'imaginer tous les objets insolites qui peuplent l'univers, à des centaines d'années-lumière de toi. Il existe d'ailleurs une grande quantité d'objets qui ont été théorisés par les astronomes, mais dont l'existence physique n'a jamais été prouvée. Aucun modèle, même le plus pointu, ne peut deviner l'étendue des mystères de l'univers que l'on découvre peu à peu. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous embarquerons pour un voyage au cœur de l'univers, à la recherche des plus grandes étoiles, des matériaux les plus étranges, des planètes les plus insolites et des objets les plus massifs qui dépassent l'entendement humain. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. Tu t'es certainement déjà demandé, en regardant le ciel étoilé depuis la Terre, combien il y a d'étoiles dans l'univers. Comme toi, les scientifiques se sont penchés sur cette question. Si l'on peut voir des milliers d'étoiles depuis la Terre, elles ne représentent qu'une très petite fraction de toutes les étoiles que contient l'univers. Certaines étoiles sont simplement trop loin pour qu'on puisse les voir. L'univers observable contiendrait près de 200 trilliards d'étoiles, c'est-à-dire 200 000 milliards d'étoiles. Comment pourrait-on se représenter une telle quantité ? Il y a plus d'étoiles dans l'univers observable que de grains de sable sur Terre. D'ailleurs, si on convertissait chaque étoile en grain de sable, il y aurait de quoi recouvrir la Terre d'une épaisseur de 10 cm. Il y a dans la totalité des mers, océans, rivières et lacs de notre chère planète Terre, moins de gouttes d'eau que d'étoiles dans notre univers observable. Et pourtant, l'univers observable ne représente qu'une infime goutte d'eau dans un immense océan cosmique. La taille de l'univers entier pourrait contenir un volume d'espace 15 millions de fois plus important que celui de l'univers observable. Trouver la plus grande étoile de l'univers, c'est donc un peu comme chercher une minuscule aiguille dans une immense botte de foin dont nous ne connaissons même pas les limites. Surtout que les astronomes ne peuvent mesurer le diamètre des étoiles avec précision, puisque ce sont des corps gazeux. La frontière d'une étoile est donc un peu floue. Comment savoir où commence le vide et où se termine l'étoile ? Plus l'étoile est massive, plus il est difficile de mesurer de manière nette ses limites. En plus, certaines étoiles ont une taille variable. Cela dit, certaines étoiles se distinguent par rapport aux autres car elles sont bien plus massives. Ce sont ces étoiles que nous partons explorer. Es-tu prêt pour ce voyage à la recherche de la plus grande étoile ? Embarquement immédiat vers l'étoile la plus connue, direction le Soleil. Le Soleil nous paraît très massif vu de la Terre, mais en réalité, c'est une étoile très banale, ni très grande, ni très petite, ni très lumineuse. Le Soleil a un diamètre de 1,4 million de kilomètres environ. Cette mesure est approximative, car au-delà de ce qui nous apparaît comme la frontière du Soleil, son influence continue pendant des dizaines de milliers de kilomètres. Et les vents solaires éjectés par le Soleil peuvent même atteindre les confins du système solaire. Le Soleil reste une étoile massive, comme tu peux le voir. On pourrait y faire entrer 1 million de planètes Terre. Il représente 99,9% de la masse totale de notre système solaire. Avant de continuer ce voyage en quête de la plus grande étoile de l'univers, quelques petites informations.
Tu dois savoir que plus il y a de matière dans une étoile, plus l'étoile est lumineuse. Autrement dit, plus l'étoile est massive, plus elle sera lumineuse. Le phénomène qui se produit est celui d'une réaction en chaîne. Plus l'étoile contient de matière, plus son noyau est chaud et épais, plus les atomes d'hydrogène vont s'écraser les uns contre les autres. De cette manière, ils vont produire de l'hélium et libérer de l'énergie, ce qui donne à l'étoile sa brillance et sa chaleur. Nous sommes maintenant à 8,6 années-lumière de la Terre. Tu peux voir devant toi l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne, Sirius. 5e étoile la plus proche du système solaire, Sirius est 1,5 fois plus large et 2 fois plus lourde que le Soleil. Tu peux d'ailleurs l'observer depuis la Terre sans avoir besoin d'un télescope. Nous continuons notre voyage vers la constellation d'Orion, où se trouve Bételgeuse, qui est comme Sirius l'une des plus grandes étoiles visibles à l'œil nu. Située à 427 années-lumière de la Terre, elle fait 700 fois la taille de notre Soleil. Si on remplaçait notre étoile par Bételgeuse, sa surface toucherait la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. L'explosion de Bételgeuse en fin de vie sera un grand événement prédit par les astronomes dans les 10 000 prochaines années, car on pourra observer une supernova à une distance suffisamment sûre, mais assez proche. L'étoile polaire est une autre étoile remarquable de l'univers qui se situe à 450 années-lumière de nous. Sais-tu que différentes étoiles ont porté le titre d'étoile polaire au fil des millénaires ? Eh oui, le pôle Nord se déplace, puisque la Terre tourne comme une toupie. L'étoile polaire change donc tous les 26 000 ans. L'étoile polaire actuelle est une supergéante que l'on peut facilement repérer dans le ciel nocturne au bout du manche de la Petite Ourse. Elle est 5 fois plus lourde que notre Soleil et 37 fois plus vaste. Continuons notre voyage vers la constellation de Cassiopée. 10 fois plus vaste que notre Soleil, l'étoile Gamma Cassiopée est la plus brillante de cette constellation. Mais tu as certainement été attiré par une autre étoile de couleur jaune. Il s'agit de Rho Cassiopée, une hypergéante située à 3400 années-lumière de la Terre. Notre galaxie ne compte que quelques dizaines d'étoiles comme celle-ci. 900 fois plus vaste que le Soleil et 300 000 fois plus lumineuse, tu peux la voir, elle aussi, dans le ciel nocturne sans télescope. Nous sommes maintenant à 7500 années-lumière de la Terre. L'hypergéante variable que tu as devant tes yeux est Eta Carinae A, une étoile qui s'est fait remarquer au XIXe siècle pour ses explosions phénoménales. Elle a alors expulsé 10% de sa masse, qui forme aujourd'hui l'une des plus grandes nébuleuses connues. Elle fait 120 fois la masse du Soleil et 1150 fois son diamètre. Toutes les étoiles que tu as pu apercevoir au cours de ce voyage sont impressionnantes. Mais ce ne sont pas les plus grandes étoiles que nous connaissons. Ce titre pourrait revenir à l'étoile Mu Céphei, aussi appelée le Grenat d'Herschel, située à 2090 années-lumière environ de notre Terre. Cette étoile n'est ni plus ni moins que l'hypergéante rouge la plus connue. Son diamètre fait 2000 fois celui du Soleil. Elle pourrait d'ailleurs contenir 1 milliard de soleils. À un peu plus de 3000 années-lumière de notre Terre, la supergéante Vie Canis Majori, qui fait partie de la constellation du Grand Chien, pourrait elle aussi prétendre au titre de plus grande étoile connue. Elle pourrait contenir 3 milliards de soleils, même si elle ne pèse que 17 fois le poids de notre étoile. Son diamètre est de 1500 fois celui du Soleil,
Son explosion est prévue au cours des 100 000 prochaines années et elle pourrait bien détruire une partie des systèmes stellaires voisins qui l'entourent. Nous sommes trop loin pour que cela ait un impact sur la Terre. Uiscuti a aussi été longtemps considérée comme la plus grande étoile actuellement connue. Son diamètre a été estimé à 1700 fois celui du Soleil, mais cette mesure est imprécise. En 2012, on pensait que l'étoile était située à 9000 années-lumière de la Terre. Mais en 2018, une mission d'astrométrie de l'ESA a estimé qu'elle était en fait à 5000 années-lumière seulement. Uiscuti serait alors plus petite que l'on ne le pensait jusqu'ici. Mesurant tout de même environ 2,4 milliards de kilomètres de large, soit 16 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Dans le top 4 des étoiles les plus grands connues, on trouve aussi Stephenson 218, une supergéante rouge 2150 fois plus vaste que le Soleil. Il faudrait 10 milliards de soleils pour la remplir. Cette étoile est très lointaine, puisqu'on l'estime à 20 000 années-lumière de la Terre. Bien que cette étoile soit la plus grande étoile découverte actuellement, cela ne signifie pas que c'est la plus grande étoile de l'univers. Et pour tout vous dire, nous ne sommes pas encore sortis de notre galaxie, la Voie lactée. Le classement n'a pas fini de changer. Comme tu l'as compris, le haut du classement est toujours occupé par des hypergéantes rouges. Ce ne sont pas les étoiles les plus massives, ni les plus chaudes, ni les plus lumineuses. Mais ce sont elles qui possèdent les enveloppes les plus volumineuses. Lorsqu'elles s'effondrent, elles donnent naissance à une supernova de type 2. Selon les astronomes, il n'existe pas d'hypergéante rouge de plus de 1500 diamètres solaires, car au-delà, leur couche supérieure se disloquerait. Maintenant que tu as pu observer les plus grandes étoiles que nous connaissons, nous continuons notre voyage en quête des objets insolites que cache l'univers. L'étoile PSR JO 952-0607 est étonnante. Il s'agit de l'étoile à neutrons la plus massive jamais observée. D'après les chercheurs, elle serait même à la limite de la masse maximale pour une étoile à neutrons avant qu'elle se change en trou noir. C'est aussi l'étoile la plus rapide de la Voie lactée, puisqu'elle fait 707 tours sur elle-même par seconde. Surnommée Veuve Noire en référence à ces araignées femelles qui dévorent le mâle après l'accouplement, cette étoile tournoie tellement vite qu'elle enlève de la matière à l'étoile compagne qui évolue à côté d'elle. Cette étoile, proche de PSR JO 952-0607, a ainsi été presque entièrement dévorée. Elle fait aujourd'hui seulement 2% la masse du Soleil. Continuons notre voyage vers les objets les plus insolites de l'univers. Tu vas assister à un phénomène impressionnant, la mort d'une étoile. Lorsqu'elles sont en fin de vie, les étoiles les plus massives, c'est-à-dire celles qui font 10 fois la masse du Soleil, meurent dans une explosion qui est causée par l'effondrement de leur cœur. C'est ce que l'on appelle une supernova. La supernova est un phénomène fascinant. Lorsque le noyau d'une supergéante n'est plus capable de produire de l'énergie par réaction nucléaire, il va transformer son énergie gravitationnelle et créer de l'énergie par contraction. La matière du noyau devient des neutrons et celui-ci devient très rigide. Lorsque les autres couches de l'étoile s'effondrent, elle s'écrase sur le noyau rigide incompressible, ce qui crée une onde de choc monumentale. L'explosion va souffler l'enveloppe de l'étoile et éjecter sa matière à travers l'espace à plusieurs milliers de kilomètres par seconde. L'étoile morte deviendra par la suite une étoile à neutrons ou un trou noir en fonction de sa masse. La supernova peut briller jusqu'à 10 milliards de fois plus que le Soleil, c'est-à-dire autant qu'une galaxie. Mais ce n'est pas tout. Les ondes de choc générées
libère des matériaux dans le milieu interstellaire qui va pouvoir être utilisé pour créer de nouvelles étoiles. Fascinant, non ? Dans l'histoire de l'humanité, certaines supernovas sont restées dans la mémoire collective. Les Chinois ont été les premiers à observer et à décrire des supernovas. En 1054, une supernova dans la constellation du Taureau est restée visible pendant 3 semaines en plein jour. Aujourd'hui, à l'emplacement même de cette supernova, on peut observer la nébuleuse du Crabe, constituée des restes de l'enveloppe de l'étoile morte. Tycho Brahe, en 1572, et Johannes Kepler, en 1604, ont été les premiers à observer officiellement des supernovas en Occident, à l'époque où l'on pensait que les cieux étaient immuables, comme l'avait décrit Aristote. La supernova à laquelle tu as assisté au cours de ce voyage a été causée par l'effondrement d'une étoile massive. C'est donc une supernova de type 2. Mais alors, est-ce qu'il existe d'autres types de supernovas ? Une supernova peut aussi être créée par l'explosion d'une naine blanche, un astre très dense qui est en fait le résidu d'une étoile morte. Les naines blanches se forment lorsqu'une étoile de taille moyenne arrive en fin de vie. Notre Soleil, qui est considéré comme une étoile de masse moyenne, se transformera en naine blanche à la fin de sa vie. Rassure-toi, cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. Lorsqu'une naine blanche est située à côté d'une étoile géante, celle-ci va perdre ses couches externes qui vont former un disque autour de la naine blanche. Peu à peu, la naine blanche va gagner en masse, jusqu'à ce qu'elle dépasse la limite, appelée limite de Chandrasekhar. Elle va alors s'effondrer, prendre feu et se désintégrer. Cette explosion est donc une supernova de type 1. Les supernovas de type 1 et 2 sont très semblables aux yeux d'un observateur lointain comme toi. Continuons notre voyage vers les objets les plus insolites de l'univers. L'univers recèle encore de nombreux secrets et des objets qui dépassent l'entendement humain. Ce que tu vois devant toi, c'est une étoile à pulsar. Tu trouves qu'elle ressemble à un gigantesque noyau d'atomes ? C'est en réalité un astre très compact, sa masse étant de l'ordre de celle de notre Soleil pour une dizaine de kilomètres de diamètre seulement. Ce sont ce que tu peux appeler des cadavres d'étoiles. Et oui, avant d'être des pulsars, c'étaient des étoiles à neutrons très massives qui sont mortes en produisant une supernova. Les étoiles à neutrons sont aussi des astres fascinants qui défient toutes les lois de la physique. Ces étoiles ont une densité, un champ de gravitation et un champ magnétique extrême. La collision de 2 étoiles à neutrons est quelque chose de spectaculaire. Elle produit des ondes gravitationnelles impressionnantes et donne naissance à des kilonovas, les supernovas des étoiles à neutrons. Les pulsars ont d'ailleurs été une découverte importante en astronomie. L'existence des étoiles à neutrons avait été prédite dès 1933 par 2 astronomes, l'allemand Walter Baade et le suisse Fritz Zwicky. Et c'est la découverte des pulsars qui a permis de confirmer leur existence. Les pulsars ont la particularité d'émettre des ondes radio à un rythme rapide et régulier. Elles intéressent énormément les radioastronomes. Ce sont ces ondes radio qui ont permis la découverte des étoiles pulsars. En 1967, Jocelyn Bell et Anthony Hewish étudiaient la propagation des ondes radio dans le milieu interplanétaire lorsqu'ils ont découvert par hasard une source d'impulsion radio très régulière. Il s'agissait du pulsar PSR 1919+21 à 2000 années-lumière du Soleil dans la constellation du Petit Renard. Les radioastronomes se sont penchés sur ce phénomène et n'ont pas tardé à découvrir de nombreuses autres sources d'impulsions similaires.
L'étoile pulsar émet donc des pulsations très rapides, avec une période comprise entre quelques millisecondes et quelques secondes, et très régulière. D'ailleurs, le pulsar est tellement étonnant que l'on a d'abord cru à des signaux extraterrestres. En plus de cela, sa rotation est très rapide, de l'ordre d'1 seconde. Une étoile normale ne pourrait pas tourner aussi vite, car la force centrifuge ainsi produite la disloquerait. L'étoile pulsar peut réaliser cet exploit car elle est très petite et très compacte. Le pulsar que tu peux maintenant observer est le plus connu. Il s'agit du pulsar des voiles ou pulsar de Vela, situé, comme tu l'as deviné, dans la constellation des voiles à 950 années-lumière de la Terre. Son nom scientifique est PSR B083345. Ce jeune pulsar a été découvert en 1968. On le suit donc depuis plus de 50 ans. C'est l'un des objets les plus étudiés de l'univers. Tu es prêt pour découvrir les objets les plus lumineux de l'univers, encore plus lumineux que les étoiles ? C'est parti! Les quasars sont des objets fascinants. Ce sont des trous noirs supermassifs avec au centre une région extrêmement lumineuse. Le quasar a besoin de 1000 étoiles avec une masse au minimum égale à celle du Soleil pour rester actif, sinon il meurt. Les quasars étaient très courants au début de l'univers, mais ils sont de plus en plus rares. On en compte désormais un toutes les 1000 galaxies. Tu te demandes certainement pourquoi. Les quasars se nourrissent de matière absorbable. Après le Big Bang, il y en avait beaucoup. Mais à force de tout absorber, les quasars n'ont plus trouvé de matière à proximité pour se nourrir, ce qui explique que beaucoup aient disparu. Comme tu l'as vu, les quasars sont très lumineux. Lorsque tu les observes au télescope, tu peux les voir comme des étoiles très brillantes, alors qu'ils se situent pourtant à plusieurs millions d'années-lumière de toi. Ce n'est pas étonnant quand on sait que les quasars sont 5 millions de fois plus brillants que le Soleil. Mais alors, pourquoi les appelle-t-on quasars ? C'est une vieille histoire. En 1963, un article de l'astronome néerlandais Maarten Schmidt et de son collègue John Beverly Hawke, publié dans la revue Nature, a bouleversé le monde de l'astronomie. Ces deux astronomes venaient de découvrir des astres singuliers qu'ils ont appelés Quasi-Stellar Radio Sources. En 1964, l'astrophysicien Hong-Yi Chu a proposé la dénomination de quasar. Lorsque l'on a découvert l'existence des quasars, il s'en est fallu de peu pour qu'on les confonde avec une étoile. Un quasar ressemble à une étoile très brillante. Une différence a mis les astronomes sur la voie. Le spectre du premier quasar observé, le quasar 3C273, était zébré par des raies spectrales brillantes et non par des raies sombres comme le spectre d'une étoile. Comme les raies spectrales sont la signature d'atomes, on a pu en conclure qu'il ne s'agissait pas des mêmes atomes que dans une étoile. Alors oui, il ne s'agissait pas d'une étoile très brillante. Mais de quoi ? En plus de cela, en analysant les raies du spectre de l'objet mystérieux, les astronomes ont conclu que celui-ci devait être encore plus distant que toutes les galaxies connues jusqu'à présent. Il s'agissait bien d'un nouvel objet de l'univers, jamais observé jusqu'ici, très distant et extrêmement brillant. Et oui, 3C273 se trouvait à 2,4 milliards d'années-lumière de notre galaxie et on pouvait pourtant l'observer. Incroyable! Pour vous donner une idée, la taille de notre galaxie fait seulement 100 000 années-lumière. Ce qui est impressionnant avec cette histoire de quasar,
c'est que les astronomes ont pu mesurer à quel point l'univers avait été différent dans le passé. Selon la théorie du Big Bang, plus on observe des objets distants, plus on remonte dans le passé. D'où l'unité astronomique en années-lumière. Une année-lumière représente la distance parcourue par la lumière en une année. Ainsi, la lumière de notre Soleil met 8 minutes pour atteindre la Terre. Nous voyons donc notre Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. L'étoile Sirius que nous avons visitée avant est à plus de 8 années-lumière de la Terre. Si tu lèves les yeux vers le ciel étoilé pour la regarder, tu la vois telle qu'elle était il y a 8 ans. Mais les quasars que tu peux voir reflètent une partie du cosmos tel qu'il était il y a des milliards d'années. Il est fort probable que certains astres lumineux que tu peux voir briller durant les nuits étoilées depuis la Terre n'existent plus aujourd'hui. Pour revenir aux quasars, on n'en trouve pas à proximité de notre galaxie. Ils sont donc les témoins de l'univers tel qu'il était il y a plusieurs milliards d'années et dont l'aspect était totalement différent au nôtre. Les quasars sont vraiment des objets fascinants. D'ailleurs, l'objet le plus massif de l'univers selon les astronomes est un groupement de quasars actifs alimentés par d'immenses trous noirs et qui s'étend sur 4 milliards d'années-lumière. Tu n'as pas fini d'être impressionné par les étoiles. Accroche-toi. Nous continuons ce voyage vers la constellation du Cygne à environ 1470 années-lumière de la Terre, où se trouve une étoile jaune-blanc du nom de KIC 847-285-2. On l'appelle aussi étoile de Tabi, ce qui est plus facile à retenir. Cette étoile n'a pas l'air très impressionnante. Sa masse est de 1,4 fois celle du Soleil et elle n'est même pas visible à l'œil nu. Et pourtant, elle fascine les astronomes car elle représente des variations de luminosité très inhabituelles. Depuis plus de 100 ans, des baisses de luminosité pouvant aller jusqu'à 22% ont pu être recensées, et parfois pendant plusieurs jours. C'est comme s'il y avait un corps céleste qui passait de manière irrégulière devant l'étoile. Sauf que l'explication n'est pas là. Il n'y a ni étoile, ni planète qui passe devant l'étoile de Tabi. Surtout que les scientifiques ont estimé que si une planète de la taille de Jupiter passait devant l'étoile de Tabi, la variation de luminosité ne serait que de 1% et elle serait périodique. Nous avons là un problème épineux. La luminosité de l'étoile de Tabi varie de manière apériodique, avec une amplitude sans précédent, et ce, depuis un siècle. Les astronomes ont cherché des explications à ce phénomène et enquêtent toujours aujourd'hui sur les causes de ce comportement. Les variations de lumière de l'étoile de Tabi pourraient s'expliquer par la présence d'un anneau de poussière autour de l'étoile, par des fragments de grosses comètes, par des perturbations à la surface de l'étoile ou encore par un problème technique du satellite d'observation. Le problème, c'est que toutes ces hypothèses ont été vérifiées et écartées. Les astronomes affirment d'ailleurs que les caractéristiques de l'étoile de Tabi rendent impossible de telles fluctuations. L'étoile appartient à la séquence principale, la zone où se trouvent la plupart des étoiles observables, et elle est de classe spectrale F3, ce qui veut dire qu'elle est un peu plus grosse et un peu plus chaude que notre Soleil. Sa luminosité devrait alors être stable et ne pas connaître de changement avant plusieurs dizaines de millions d'années. Mais alors, d'où viennent ces mystérieuses fluctuations ? Mais il pourrait y avoir une autre explication. C'est que les variations de luminosité sont artificielles et causées par les activités d'une civilisation extraterrestre avancée. Par exemple, une civilisation très avancée sur le plan technologique aurait pu construire une sphère de Dyson autour de son étoile. La sphère de Dyson est une structure permettant de capter une grande partie, ou la majorité,
de l'énergie lumineuse émise par le Soleil. Pour vérifier cette hypothèse, l'Institut SETI a épié les émissions radio et laser de l'étoile de Tabi. Aucune émission n'a été détectée, mais seules les émissions très puissantes et dirigées vers nous auraient pu l'être. Pour le moment, on ne peut pas encore tirer de vraies conclusions sur l'existence ou non d'une civilisation extraterrestre ultra avancée dans la constellation du Cygne. Surtout que l'histoire de l'astronomie nous apprend que chaque fois que nous pensions avoir trouvé un phénomène dû à l'activité d'une civilisation extraterrestre, nous avions tort. Qui sait, peut-être la découverte d'un nouvel objet stellaire ? Nous n'en avons pas fini avec les étoiles étonnantes. En ce septembre 2018, des astronomes ont découvert, par l'intermédiaire du télescope spatial Hubble, une étoile à neutrons à 800 années-lumière de la Terre qui émet un flux de lumière infrarouge très intense. Normalement, les étoiles à neutrons émettent des ondes radio, mais celle-ci en a décidé autrement. C'est la seule étoile qui émet un signal uniquement sous forme de lumière infrarouge, et ce, de manière prolongée. Selon la NASA, 2 hypothèses peuvent expliquer cet étrange phénomène. La première explication possible serait un disque de poussière qui entoure l'étoile à neutrons. Ce disque de poussière serait un vestige de la supernova, car, comme tu l'as vu un peu plus tôt, l'étoile à neutrons se forme à la suite de la mort d'une étoile. Ce disque se serait composé de matière issue de l'étoile massive qui a explosé, et on parle de disque de repli de la supernova. Cette hypothèse, si elle est confirmée, changera totalement notre compréhension de l'évolution des étoiles à neutrons. L'autre explication possible, c'est un vent énergétique qui émane de l'étoile à neutrons et qui se transforme en gaz au contact de l'espace. L'émission infrarouge serait alors une nébuleuse de vent pulsar. Le vent pulsar est produit lorsqu'une étoile à neutrons à fort champ magnétique tourne rapidement. Si l'étoile à neutrons se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse du son, un choc peut se former au point d'interaction du vent pulsar et du milieu interstellaire. Le rayonnement issu des particules bousculées serait le phénomène infrarouge observé. D'habitude, les nébuleuses de vent pulsar sont observées au rayon X. Une nébuleuse de vent pulsar à infrarouge serait très insolite, et cela n'a jamais été observé. Les astronomes devraient observer ce phénomène au moyen du télescope James Webb, qui est destiné aux infrarouges contrairement au télescope Hubble, plutôt tourné vers les ultraviolets et le visible. On en saura alors peut-être plus. Tu as compris que les étoiles sont des boules géantes de gaz chaud qui consomment constamment de l'énergie à la manière d'un moteur brûlant de l'hydrogène et qui émettent énormément de chaleur. Il y a pourtant dans l'univers des étoiles qui sont plus froides que d'autres. Celle qui détient le record de l'étoile la plus froide est WD 0866661b, une naine brune dont la température de surface estimée est comprise entre 27 et 80 degrés Celsius, des températures très proches de celles observées sur Terre. La deuxième étoile la plus froide est CFBD-SIR 1458 plus dB, une naine brune dont la température atmosphérique est de 100 degrés Celsius, soit la température de l'eau bouillante. À titre de comparaison, la température du Soleil est de 15 millions de degrés Celsius en son cœur et 6000 degrés à sa surface. Les naines brunes sont des corps qui sont trop peu massifs pour être considérés comme des étoiles, mais qui se forment de la même manière. WD 0866661b et CFBD-SIR 1458 plus dB sont à la limite entre une petite étoile froide et une grosse planète chaude. Elles appartiennent en fait à la catégorie des naines ultra-froides, dont la température est inférieure à 2400 degrés Celsius. WD 0866661b
est situé à 63 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Poisson. Sa masse est 6 à 9 fois inférieure à celle de Jupiter. Elle fait partie d'un système binaire avec une naine blanche WD 0806661A, mais les deux naines sont espacées de 2500 unités astronomiques, c'est-à-dire espacées de 2500 fois la distance Terre-Soleil. Dans l'univers, d'autres objets ont été identifiés par le télescope Spitzer et semblent qualifiés pour faire partie des étoiles les plus froides de l'univers, mais comme leur température n'a pas encore été mesurée, on n'en sait pas encore plus. Nous continuons ce voyage vers les objets les plus insolites de l'univers avec le matériau le plus résistant de l'univers que les scientifiques ont surnommé les pâtes nucléaires. Tu ne seras pas surpris, après avoir voyagé au cœur des étoiles les plus impressionnantes de l'univers, de savoir que ce matériau se trouve dans les étoiles. Les pâtes nucléaires sont une matière hypothétique que l'on trouverait dans la croûte des étoiles à neutrons, ces étoiles très compactes, ou dans le noyau d'une supernova à effondrement de cœur. Il s'agirait de matière dégénérée, très dense, avec une masse volumique de 1014 grammes par centimètre cube. Pour référence, le noyau interne de la Terre a une masse volumique d'environ 13 grammes par centimètre cube. Le métal osmium, le matériau le plus dense sur Terre, a une masse volumique de 22,48 grammes par centimètre cube. Pour briser des pâtes nucléaires, il faudrait 10 milliards de fois la force nécessaire pour briser de l'acier. Pourquoi parle-t-on de pâtes nucléaires ? Les astronomes ont nommé ce matériau ainsi en référence à sa forme. Et oui, l'aspect de ce matériau ressemblerait à des pâtes alimentaires, notamment des lasagnes et des spaghettis. Même si ce matériau reste hypothétique, si son existence se vérifie, il pourrait aider les astronomes à mieux comprendre les mécanismes des ondes gravitationnelles qui ont été détectées à la suite d'une collision entre deux étoiles à neutrons. Nous revenons maintenant plus près de la Terre pour observer une planète naine de notre système solaire qui a toujours intrigué les astronomes depuis sa découverte en 2004. Haumea. Cette planète orbite dans la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune à plus de 8 milliards de kilomètres du Soleil. Notre système solaire contient 8 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. En plus de ces 8 planètes, on trouve aussi 5 planètes naines. Pluton, Cérès, Eris, Makemake et Haumea. La planète naine Haumea, nommée ainsi d'après le nom d'une déesse hawaïenne, étonne les astronomes car elle est ovale, contrairement à toutes les autres planètes de notre système solaire qui sont sphériques. Elle ressemble à un ballon de rugby géant de 2322 km de long. Comme Saturne, elle possède un anneau qui a été découvert plus tard en 2017. Une observation étonnante pour les scientifiques qui pensaient jusque-là que seules les planètes géantes étaient dotées d'anneaux. Cet anneau très dense et compact, comme les anneaux de Saturne. Il mesure 70 km de large avec un rayon de 2287 km. C'est, d'après les astronomes, le résultat d'une collision avec un autre corps dans un lointain passé. L'impact qui a créé l'anneau autour de la planète naine aurait aussi certainement créé ces deux lunes, Iyaka et Namaka, et un nuage de débris regroupés dans l'anneau. Haumea est l'un des corps les plus rapides de notre système solaire puisqu'elle effectue une rotation complète en moins de 4 heures. C'est certainement l'explication à sa forme allongée. Elle tourne tellement vite sur elle-même qu'elle s'est allongée en tournant. Les astronomes se sont penchés sur cette petite planète étonnante. Elle serait composée principalement de glace, mais aussi de roches. Cette observation a là encore bousculé les croyances des scientifiques. Jusque-là, on pensait que les anneaux ne pouvaient se former que si la glace était friable car proche du Soleil.
Haumea démontre le contraire avec une glace très dense. Comme tu peux le constater, la découverte d'Haumea a soulevé de nombreuses questions de la part des scientifiques et remis en cause plusieurs idées. Des anneaux ont récemment été observés autour d'autres planètes naines, notamment Chariclo et Chiron, qui sont situés entre Saturne et Uranus. Éloignons-nous un peu de la Terre pour observer une autre planète insolite de l'univers. La planète errante Simp-Jo 1365663. Cette planète est située dans la constellation du Poisson, à près de 20 années-lumière de la Terre. Elle serait âgée de 200 millions d'années et elle est environ 12 fois plus grande et plus massive que Jupiter. Les astronomes la qualifient de planète errante car elle n'orbite pas directement autour d'une étoile. Cette planète a certainement été projetée loin de son étoile par des forces gravitationnelles. Ce qui rend Simp étrange, ce n'est pas seulement le fait qu'elle soit une planète errante, car on en trouve d'autres dans l'univers. Elle est aussi étonnante car elle possède un champ magnétique 200 fois plus fort que celui de Jupiter. Conséquence, son atmosphère est chargée d'électricité et on peut y observer des aurores en permanence. Cette planète a été découverte en 2016 par le Very Large Array, un radiotélescope au Nouveau-Mexique. On l'a d'abord prise pour une naine brune, ces étoiles dites ratées qui ne sont pas assez massives pour briller comme une étoile, mais trop pour demeurer dans la catégorie des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Mais des observations plus récentes ont montré qu'il s'agit en fait d'une planète. Cet objet insolite est à la frontière entre la naine brune et la planète. Et oui, la frontière est à 13 fois la masse de Jupiter, alors que cette planète fait 12,7 fois la masse de Jupiter. Au-delà de 13 fois la masse de Jupiter, la pression est suffisante pour entraîner la fusion du deutérium. En revanche, sa gravité n'entraîne pas la fusion de l'hydrogène, comme c'est le cas pour les étoiles en général, comme notre Soleil. Et le champ magnétique alors ? Tu te demandes comment l'expliquer. Des astronomes ont proposé une théorie à travers une étude publiée dans The Astrophysical Journal. Il pourrait être dû à des interactions entre la planète et une ou plusieurs lunes. Simp est un objet fascinant et ce n'est pas un cas isolé. Les astronomes découvrent de plus en plus d'objets, planètes ou astres, qui semblent perdus dans l'espace. Par exemple, on a découvert des corps de la taille de Jupiter entre 10 000 et 20 000 années-lumière de la Terre qui n'appartiennent à aucun système stellaire. Là encore, ce pourraient être des planètes qui ont été expulsées de leur système. En tout cas, les astronomes ont compris que l'on pourra détecter d'autres exoplanètes insaisissables car perdues dans l'espace, sans étoiles parentes, de la même manière que l'on a décelé l'existence de Simp grâce à des émissions radio aurorales. Comme tu as pu le voir tout à l'heure, lorsque nous observions Haumea, la planète ovale, les 8 planètes de notre système solaire ont toutes une couleur différente. Notre Terre apparaît bleue depuis l'espace. La planète Mercure est plutôt grise, car c'est une planète rocheuse composée principalement de fer, de nickel et de silicate. Vénus, difficilement observable à cause d'une couche dense de nuages d'acide sulfurique, apparaît de couleur jaune. Mars est connu comme la planète rouge à cause de l'oxyde de fer présent à sa surface. Jupiter a plusieurs couches, orange, marron et blanc. Ces couleurs sont changeantes et varient en fonction de l'exposition des débris des nuages qui entourent Jupiter à la lumière ultraviolette. Saturne ressemble un peu à Jupiter, avec des bandes or, pâles et blanches. Uranus a une couleur bleu cyan car elle est composée principalement d'hydrogène moléculaire et d'hélium. Neptune ressemble à Uranus, mais avec un bleu plus foncé. On peut observer, quelque part dans l'univers,
une étrange planète de couleur complètement noire. Il s'agit d'une exoplanète du nom de 13-2b, située dans la constellation du Dragon, à plus de 750 années-lumière de la Terre. C'est la planète la plus sombre jamais découverte, tout simplement parce qu'elle réfléchit moins de 1% de la lumière qui la touche. Ainsi, son pouvoir réfléchissant est même plus faible que celui de la peinture acrylique noire. « 13-2b » a été découverte pour la première fois le 21 août 2006 et ses caractéristiques ont été étudiées en 2008. Comme tu peux le voir, elle est plutôt grande. Son rayon et sa masse sont tout juste légèrement plus grands que ceux de Jupiter. Tu te demandes certainement pourquoi cette planète est aussi sombre. Les astronomes n'ont pas vraiment réussi à expliquer ce phénomène complètement, mais certaines théories existent. Cette surface sombre pourrait être expliquée, en partie seulement, par un gaz qui formerait la masse de la planète et absorberait la quasi-totalité de la lumière. Par exemple, la présence d'oxyde de titane, de sodium ou de potassium dans l'atmosphère pourrait expliquer cette couleur noire. 13-2b est certainement l'objet de l'univers le plus proche de l'image que l'on a de l'enfer. Tu peux voir qu'elle brille de faibles lueurs rouges flamboyantes, un peu comme un charbon ardent. À sa surface, la température est de 1100 degrés Celsius. Partons maintenant à 40 années-lumière du Soleil, dans la constellation du Cancer. Direction 55 Cancri E, une exoplanète qui a plusieurs particularités. D'abord, c'est la planète la plus proche de son étoile connue à ce jour. Elle est 60 fois plus proche de son étoile que nous du Soleil. Elle est donc en orbite autour de son étoile 55 Cancri A, ou Rho Cancri, qui est une naine jaune. Mais ce n'est pas la seule caractéristique insolite de cette exoplanète. 55 Cancri E est une planète de carbone, ce qui signifie qu'au lieu d'être composée de roches silicatées et de métaux comme la Terre, Mercure ou encore Vénus, elle est constituée uniquement de composés carbonatés. Son manteau et sa croûte sont donc en carbure de silicium, en graphite ou en diamant. Et oui, le diamant c'est en fait comme une mine de crayon, mais très dense. Un tiers de la planète 55 Cancri E est du diamant alors qu'elle est 8 fois plus massive que la Terre et 2 fois plus grande. À savoir que l'on n'a pas encore pu vérifier que cette planète soit bien une planète de diamant. Les astronomes ont pu mesurer sa masse et son rayon lorsqu'elle était en transit devant son étoile et à partir de ces données et de modèles numériques, ils en ont déduit sa composition. Les conclusions les plus récentes confirment qu'il n'y a pas d'eau sur 55 Cancri E, mais des composés de carbone. On sait en tout cas que 55 Cancri E ne peut pas abriter la vie. Pas seulement parce qu'il y fait extrêmement chaud, mais aussi parce qu'elle tourne à une vitesse très élevée autour de son Soleil, 55 Cancri A. Sur cette planète, une année ne fait pas 365 jours, mais seulement 18. Continuons notre voyage en quête des objets les plus insolites de l'univers vers 2 planètes qui ont fait parler d'elles car elles pourraient abriter la vie. Les astronomes ne cessent de chercher des planètes aux propriétés similaires à celles de la Terre qui pourraient accueillir une civilisation extraterrestre. Tout comme la Terre, 2 planètes sembleraient regrouper les conditions idéales pour la naissance de la vie. Commençons avec Kepler 438b. Cette exoplanète, découverte en janvier 2015, est située à environ 475 années-lumière du Soleil, dans la constellation de la Lyre. Elle doit son nom au télescope Kepler grâce auquel on a pu la découvrir. C'est l'exoplanète qui se rapproche le plus de la Terre jamais découverte à ce jour. Les astronomes ont mis au point un indice de similarité avec la Terre. Plus l'indice est proche de 1, plus la planète est similaire à la Terre. Et plus l'indice est proche de 0, plus la planète en est éloignée. Kepler 438b a obtenu le score de 0,88, ce qui n'est pas rien. Cet indice est un bon indicateur. Toutefois, il est loin d'être suffisant pour déterminer si, oui ou non,
une exoplanète est une bonne candidate pour se substituer à la Terre. Prenons l'exemple de Mars. La planète rouge semble aujourd'hui être la plus propice au développement de la vie parmi toutes celles qui composent le système solaire. Son indice de similarité avec la Terre est de 0,815. C'est moins que celui de Vénus, dont l'indice est évalué à 0,979. Oui, Vénus ressemble davantage à la Terre que Mars selon cet outil. En revanche, son atmosphère épaisse est très riche en gaz à effet de serre. Ainsi, la température moyenne à la surface de l'étoile du Berger est de 462 degrés Celsius. Au regard de ces données, notre jumelle paraît bien plus hostile. Voilà pourquoi les chercheurs ne peuvent pas uniquement se baser sur l'IST pour sélectionner les planètes potentiellement habitables. Mais revenons-en à Kepler 438b. Cette exoplanète n'est pas située n'importe où autour de son étoile. Effectivement, c'est ce que l'on appelle une planète boucle d'or. Cela veut dire qu'elle se trouve dans la zone habitable de son étoile. Elle n'est ni trop proche ni trop éloignée, comme la Terre. C'est important, car si elle était trop proche, il y ferait trop chaud, et si elle était trop éloignée, il y ferait trop froid. En plus, Kepler 438b pourrait contenir de l'eau sous forme liquide, ce qui est essentiel pour la vie. 12 fois plus grosse que la Terre, elle a de fortes chances d'être tellurique et non gazeuse comme Jupiter et Saturne. Cette planète est prometteuse, mais une étude récente a soulevé quelques bémols. Déjà, sa révolution complète autour de son Soleil se fait en 35 jours seulement. Et puis, la planète reçoit 40% de radiation lumineuse de plus que la Terre, car son étoile est une naine rouge et non une naine jaune comme notre Soleil. Son étoile est également capable de puissantes éjections de masse coronale, des phénomènes qui se déclenchent à la surface d'une étoile et peuvent créer, en contact avec un champ magnétique, des orages magnétiques. Ces éjections de masse coronale libèrent autant d'énergie que 100 milliards de mégatonnes de TNT et elles se produisent toutes les quelques centaines de jours. Si Kepler B 438b n'a pas d'atmosphère comme la Terre, elle serait alors particulièrement vulnérable à ces phénomènes, ce qui en ferait un milieu hostile pour le développement de la vie. Une autre planète a attisé l'espoir des astronomes en quête d'une autre source de vie dans l'univers. Gliese 581c est une exoplanète tellurique située à environ 20,5 années-lumière de la Terre. Comme Kepler 438b, elle se trouve dans la zone habitable de son étoile Gliese 581. À l'inverse de Kepler, son étoile est particulièrement stable, même s'il s'agit aussi d'une naine rouge et que des éruptions violentes restent possibles. Cela veut dire que les variations de luminosité restent minimes et ne produiraient pas de changement de température trop extrêmes. Gliese 881c pourrait donc accueillir la vie, mais aussi son évolution. Pour autant, la partie n'est pas gagnée d'avance. Vénus et la Terre n'ont pas beaucoup de différences de taille et elles sont toutes deux situées à des distances comparables du Soleil, et pourtant Vénus n'abrite pas la vie. Gliese 581c pourrait être une planète océan. Les astronomes pensent qu'elle est en rotation synchrone avec son étoile, ce qui voudrait dire qu'elle présente toujours la même face au Soleil. La vie pourrait donc s'y être développée, mais seulement au milieu, entre la partie chaude faisant toujours face à son étoile et la partie froide toujours dans l'obscurité. C'est cette petite bande qui serait habitable. Si Gliese 581c accueille la vie, elle y serait donc bien différente de la vie sur Terre. Parce que son soleil est rouge, le ciel ne serait pas bleu, mais plutôt cramoisi. Les plantes ne seraient pas vertes, mais noires. Les astronomes ont envoyé un signal radio à Gliese 581c le 9 octobre 2008. Parce que la planète est située à 20,5 années-lumière de la Terre, il n'arrivera pas avant le printemps 2029. Et s'il y a une réponse,
elle ne nous parviendra pas avant l'automne 2049. Continuons notre voyage vers l'exoplanète WASP-12b, située à 870 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cocher. Cette planète a une particularité étonnante. Elle se fait grignoter par son étoile. WASP-12b est tellement proche de son étoile WASP-12 que sa température est très élevée. En plus de ça, elle absorbe plus de 94% de la lumière incidente selon les études des astronomes. Résultat, elle perd 6 milliards de tonnes métriques par seconde. Elle n'est même plus sphérique. Elle tourne tellement vite sur elle-même et la force gravitationnelle est si élevée qu'elle est étirée par les forces de marée de l'étoile. Elle ressemble maintenant à un ballon de rugby, comme la planète Haumea que tu as pu observer tout à l'heure. Bien qu'elle ait une masse de 40% supérieure à Jupiter, les astronomes prédisent qu'à ce rythme-là, elle aura entièrement été aspirée par son étoile dans une dizaine de millions d'années. Nous voyageons maintenant vers PSR B1620-26b, qui n'est autre que la planète la plus ancienne de l'univers. Eh oui, cette planète a plus de 13 milliards d'années d'après les estimations des astronomes. Elle serait donc née 1 milliard d'années seulement après le Big Bang. C'est pourquoi on surnomme cette planète Mathusalem. Cette planète a été découverte en 1993 et elle est située à plus de 12 400 années-lumière de la Terre, dans l'amas globulaire M4 de la constellation du Scorpion. Elle n'est constituée que d'éléments primordiaux, comme l'hydrogène et l'hélium, car à l'époque où elle s'est formée, les éléments comme le fer n'existaient pas encore. Elle orbite autour de 2 étoiles, un pulsar de 1,35 fois la masse du Soleil et une naine blanche d'environ 0,34 fois la masse du Soleil. Les astronomes ont élaboré une théorie pour expliquer la formation de cette planète il y a 13 milliards d'années. Elle pourrait avoir été formée en même temps que les autres étoiles de l'amas globulaire M4. Elle faisait alors peut-être partie d'un système planétaire qui a depuis été capturé par une étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons pourrait être le pulsar actuel et son étoile mère, la naine blanche actuelle. Impressionnant, non ? Les étoiles et les planètes ne sont pas les seuls objets de l'univers à étonner la communauté scientifique. Attache ta ceinture, nous allons partir à la découverte de la plus grande galaxie de l'univers. Tu risques d'avoir le vertige. Notre univers est tellement immense que notre cerveau humain a du mal à s'en faire une idée. Notre système solaire paraît déjà infini, avec des objets immenses comme la planète géante Jupiter, dont le diamètre fait 10 fois celui de notre Terre, et le Soleil dont le diamètre fait 110 fois celui de la Terre. Et encore, comme je te l'ai dit au début de notre voyage, le Soleil reste une étoile banale, encore très petite comparée aux géantes rouges qui se trouvent un peu partout dans l'espace. Les trous noirs et les trous noirs supermassifs sont encore plus grands que les étoiles les plus grandes que tu as pu voir au début de ce voyage. Par exemple, le trou noir M87 étoiles a une masse de 6,5 milliards de fois le Soleil et un diamètre de 38 milliards de kilomètres. Le record est détenu par le trou noir Holm 15A étoile, situé dans la galaxie Holmberg 15A, dont la masse équivaut à 40 milliards de fois celle du Soleil. Il existe aussi des galaxies particulièrement immenses. Notre galaxie, la Voie lactée, s'étend sur 100 000 années-lumière. Imagine-toi déjà à quel point cette distance semble déjà infinie pour notre cerveau. Elle peut contenir entre 200 et 400 milliards d'étoiles et autant de milliards de planètes. Mais c'est loin d'être la galaxie la plus étendue. La plus grande galaxie connue de notre univers est la galaxie Alcyone.
La galaxie Alcyone n'est considérée comme la plus grande galaxie de notre univers que depuis février 2022. Avant cela, le titre a longtemps été attribué à la galaxie IC 1101, dont le diamètre est tout de même de 3,9 millions d'années-lumière. IC 1101 est une galaxie de type E3, c'est-à-dire une galaxie elliptique. Elle est située à 1 milliard d'années-lumière de la Terre, dans la constellation du Serpent. Ces chiffres sont à donner le tournis. Avec une masse 2000 fois supérieure à celle de la Voie lactée, elle abriterait plus de 100 000 milliards d'étoiles. Cela peut te paraître vertigineux, mais la galaxie Alcyone fait encore mieux. Cette radiogalaxie, située à 3,5 milliards d'années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lynx, s'étend sur une longueur de 16 millions d'années-lumière. C'est, d'après les astronomes qui l'ont découverte, la plus grande structure d'origine galactique. Et tu n'as pas fini d'être étonné. Il existe des objets encore plus grands que cette immense galaxie. Le grand mur d'Hercule couronne boréale est la structure la plus massive de l'univers observable, avec un diamètre de 10 milliards d'années-lumière. Il s'agit d'un filament galactique, c'est-à-dire d'une structure composée de galaxies et d'amas de galaxies liés entre eux par la force gravitationnelle. Tu vas maintenant découvrir une galaxie pas comme les autres. Théoriquement, 80% de la masse totale de l'univers, c'est de la matière noire. Ça, c'est en théorie. Car des chercheurs ont identifié une galaxie qui semble totalement dépourvue de matière noire. C'est la galaxie NGC 1052 DF2. Elle est située à environ 62 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Baleine. Ou plutôt serait, car son existence n'a pas encore été confirmée, ce qui est normal vu la distance. La matière noire n'est pas visible. Si les astronomes ont pu l'identifier, c'est parce qu'elle affecte la matière ordinaire du fait de sa force gravitationnelle. Mais NGC 1052 DF2 ne semble n'avoir aucune matière noire, uniquement de la matière ordinaire, alors qu'une galaxie de ce type devrait présenter 100 fois plus de matière noire que de matière ordinaire. Les astronomes sont parvenus à cette conclusion en examinant la galaxie avec des lentilles optiques et en suivant le mouvement de 10 amas d'étoiles pour déterminer la quantité de masse présente dans la galaxie. Étonnamment, la masse de la galaxie est à peu près la même que celle d'une étoile. Cette découverte remet en cause la manière dont on pensait que se formaient les galaxies. Les astronomes pensaient jusqu'ici que la matière noire était essentielle au processus de formation d'une galaxie. En parlant de galaxies insolites, il y a aussi DGSAT1, une galaxie qui intrigue les astronomes. Cette galaxie ultra-diffuse est complètement isolée. Je t'explique. Normalement, les galaxies ultra-diffuses, dont la taille est comparable à celle de la Voie lactée, forment une agglomération. Mais DGSAT1 est seule dans sa région. En plus, elle ne brille que par une très faible lueur d'étoiles. Ces étoiles sont très difficiles à observer, même avec un puissant télescope. Pour couronner le tout, elle contient très peu de fer, même si ses quantités de magnésium sont normales. C'est étonnant pour les astronomes, car les supernovas libèrent du fer et du magnésium. Là où il y a des étoiles, il devrait donc y avoir beaucoup de fer. Les astronomes n'ont aucune idée de comment s'est formée cette galaxie que l'on surnomme galaxie fossile. On sait qu'elle a très peu changé depuis sa naissance, car elle n'est pas comme les autres galaxies ultra-diffuses bouleversées par des collisions galactiques. Les astronomes pensent qu'elle a mis beaucoup de temps à se former. Elle aurait commencé à se former au début de l'univers et aurait continué jusqu'à 3 milliards d'années seulement. Cette galaxie fantôme pourrait être un fossile vivant de l'aube de l'univers, lorsque les étoiles et les galaxies ont émergé.
L'univers était alors très différent de celui qu'on observe aujourd'hui. Parce qu'elle est isolée, cette galaxie n'aurait subi aucune collision qui aurait pu changer son aspect ou sa composition. Depuis sa formation, il y a des dizaines de milliards d'années. Notre voyage touche bientôt à sa fin. Il nous reste un dernier objet insolite à explorer, le vide. Nous avons exploré un grand nombre d'objets de l'univers. Des étoiles géantes et des étoiles remarquables, des supernovas, des planètes étonnantes et des galaxies gigantesques. Nous avons même jeté un coup d'œil aux trous noirs, ces objets fascinants, ultra compacts, qui créaient un champ gravitationnel si intense qu'ils aspirent toute la lumière. Mais nous n'avons pas encore trouvé de vide dans l'espace. Les astronomes, eux, en ont trouvé un. Et oui, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a du vide dans l'univers. Et le vide dont on va parler a un nom. Le vide KBC ou trou local. Ce vide mesure environ 2 milliards d'années-lumière de large. Cela équivaut à 1,9% du diamètre de l'univers observable. Tu te dis que ce vide, en plus d'être sombre, se situe bien loin de nous. Eh bien, en fait, comme pour les autres vides, il n'est pas complètement vide, mais il contient la Voie lactée, le groupe local, et la plus grande partie du superamas de Laniakea. La Voie lactée se trouve à quelques centaines de millions d'années-lumière du centre du vide. Les astronomes se sont attelés à la tâche difficile de savoir comment s'est formé ce vide. Il ne s'est pas écoulé assez de milliards d'années pour que cette zone ait été nettoyée, ou vidée si tu préfères, par les forces gravitationnelles. La seule théorie qui tient la route est la fusion de plusieurs vides plus petits, de la même manière que les bulles de savon fusionnent pour former de plus grandes bulles. La question de savoir si l'existence du vide KBC est compatible avec le modèle ACDM est débattue. Pour rappel, le modèle lambda Cold Dark Matter ou lambda CDM est une paramétrisation du modèle cosmologique du Big Bang dans lequel l'univers contient 3 composantes majeures. Premièrement, une constante cosmologique notée lambda associée à l'énergie noire. Deuxièmement, la matière noire froide postulée, en abrégé CDM. Et troisièmement, la matière ordinaire. Il est souvent appelé le modèle standard de la cosmologie du Big Bang parce que c'est le modèle le plus simple qui rend compte raisonnablement bien des 4 propriétés suivantes du cosmos. L'existence et la structure du fond diffus cosmologique, la structure à grande échelle dans la distribution des galaxies, les abondances observées d'hydrogène, y compris le deutérium, d'hélium et de lithium, et enfin l'accélération de l'expansion de l'univers observé dans la lumière des galaxies lointaines et des supernovas. Alors que certains disent que les vides aussi grands que le vide KBC sont incompatibles avec le modèle standard, d'autres soutiennent que l'existence de supervides, tels que le vide KBC, est cohérente avec le modèle standard. Les galaxies à l'intérieur d'un vide subissent une attraction gravitationnelle de l'extérieur du vide, ce qui donne une valeur locale plus grande pour la constante de Hubble, qui est une mesure cosmologique de la vitesse d'expansion de l'univers. Ainsi, les personnes se situant dans ce vide auraient l'impression que la vitesse d'expansion de l'univers est plus importante que si nous étions à l'extérieur de ce vide. Quoi qu'il en soit, cela signifie que nous nous trouvons dans une partie vide de l'univers. Et pourtant, comme vous l'avez vu, il y a matière à découvrir des astres plus impressionnants les uns que les autres. Chers voyageurs de l'espace, notre excursion est maintenant terminée.
Ce voyage à travers les mystères de l'univers t'aura permis de découvrir une infime partie de tout ce que cache l'espace infini.